Salam alaikum, Azul, bonsoir. Dites-moi, mes chers amis, vous n'êtes pas à ras-le-bord de toutes ces mauvaises nouvelles qui nous assaillent de partout? Que des mauvaises nouvelles, et rien que des mauvaises nouvelles. Chaque jour, pire que le précédent et certainement meilleur que demain. Comme si dans ce malheureux pays, et venant de ces gens qui nous gouvernent, il ne peut rien se produire qui soit réjouissant. Comme si sur cette terre bénie, il ne peut pousser que du chardon. Comme si dans cette société, nous ne pouvons que broyer du noir. Un pays où nous ne connaissons que la sécheresse ou l'inondation, le gaspillage ou la pénurie, le despotisme ou l'anarchie, la peste ou le choléra. À vous le choix. Et mettez-vous un peu à la place du journaliste, des journalistes, ces émissaires de la nouvelle, bonne ou mauvaise. Et imaginez-les dans un pays où il n'y a que de mauvaises nouvelles. Chaque jour, plus graves. Chaque jour, plus choquantes. Chaque jour, plus alarmantes. Vous imaginez un peu? Vous vous mettez à leur place, ces journalistes? La pression intolérable qu'ils subissent sous cette averse de catastrophes, imbibés jusqu'à la moelle de sinistrose, enfermés dans une sombre perspective sans horizon, sans autre promesse que celle du pire. Vous imaginez un peu? Ah, comme j'aurais aimé que ce soit différent. Comme j'aurais aimé être comme mes confrères des autres pays qui vivent en démocratie, où les sociétés ont des règles, où les citoyens sont liés par un contrat social avec leurs gouvernants, où les droits du citoyen sont sacrés, où la cité, avec un C majuscule, n'est pas une jungle. J'aurais tant aimé être le porteur des bonnes nouvelles, ne vous annoncer que des événements réjouissants. Ah oui, comme j'aurais aimé, j'en rêve. Oui, je rêve, et mes confrères avec moi, de pouvoir chaque jour enfourcher l'arc-en-ciel d'iris pour venir, après chaque ondée bienfaisante, vous livrer les promesses de blonde moisson. Ah, si je pouvais m'inviter chaque jour chez vous, la joie en bandoulière, heureux d'être le messager du bonheur, vous dire notre fierté d'être si bien gouvernée, vous dire combien notre Algérie est heureuse, combien nos gouvernants sont compétents, intègres, combien notre justice est exemplaire. J'aimerais tellement pouvoir enfin chanter les louanges d'une méritocratie qui aura réussi à faire revenir les millions de nos compatriotes qui se sont exilés, à construire et entretenir des hôpitaux parmi les meilleurs du monde, et qui aura réussi le prodige de relever ce pays de l'ornière pour le porter au pinacle des nations, où l'école est un tremplin pour la réussite sociale, où l'université est un pôle d'excellence, où la quiétude publique est un exemple de stabilité politique, où les élections sont de vraies élections, où les élus ont été choisis parce qu'ils sont les meilleurs parmi nous, pour leur dévouement, leur intégrité, leur abnégation. Un pays où les partis politiques ne sont pas des cavernes d'Ali Baba, où les pouvoirs sont séparés, où la presse est indépendante,
où le président de la République a été élu par le peuple. Ah, comme j'aurais voulu être dans ce rôle, vous apporter chaque jour de la joie et de la fierté de vivre dans une si vertueuse République. Combien agréable aurait été ce travail que nous faisons, mes confrères et moi, de pouvoir enfin communier avec nos compatriotes, tous nos compatriotes, gouvernants y compris, dans un pays où il fait bon vivre, où nul n'est opprimé, où l'armée est au service du peuple, où les fonctionnaires et autres douaniers, n'est-ce pas, ne vivent que de leur salaire, où il y a de vrais capitaines d'industrie, et non pas des requins qui fraient avec les mafiocrates, où les personnes en situation de handicap sont des citoyens à part entière, où la femme jouit de la plénitude de ses droits, où les enfants abandonnés sont réellement les pupilles de la nation, où les prisons ne sont pas des bains de macération, où la culture est le cœur de la société, où l'artisanat est couvé, où nos casbahs sont l'objet de soins attentifs, où nos villes brillent de propreté, où les espaces verts foisonnent, où l'urbanisme est au cœur de la cité, où les transports sont fluides et accessibles partout et pour tout le monde. Ah, comme j'aurais voulu être ce messager de ces bonnes nouvelles. Si je pouvais seulement venir vous annoncer que Tebboune a décidé de démissionner et d'organiser lui-même des élections anticipées parce que sa conscience ne le laissait pas dormir et qu'il ne pouvait plus se résigner à accepter d'être un président fantoche, désigné par une junte. Comme j'aurais voulu vous annoncer que le Hirak a repris, mais avec 40 millions d'Algériens cette fois-ci, y compris avec nos bébés, nos malades en fin de vie, et qui tous brandissent le drapeau national pour dire tous ensemble « basta », pour dire tous ensemble que cette fois-ci, nous sommes décidés à recouvrer notre souveraineté sur notre chère patrie, que nous ne laisserons plus personne nous tromper, nous diviser, nous terroriser, comme j'aurais voulu être le porteur de ces bonnes nouvelles, plutôt que de ne broyer avec vous que du noir. Mais, qui sait, ce rêve de bisounours obstiné va peut-être se réaliser. Et peut-être même plus tôt qu'on ne pense, croyez-moi. Et je vous l'assure, je m'y prépare déjà. Et je me vois déjà, depuis ce plateau, à sauter de joie, comme un cabri, avant de vous lancer le plus joli bouquet de bonnes nouvelles que vous n'aurez jamais espéré. بالدوام القطرة تتقب بالرخام أسعد الفال يسعد لك. يما كتري من الدعاوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية كل ورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعبي ليبرالي ليبرالي الجيري ليبرالي الجيري الشعبي الشعب يلعب 10 والسيستم ما فهموش كود سيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش الشعب ليبرالي ليبرالي
يا بلادي بكاو كدموع ميساج كاع المسؤولين يونا مارك رانا منكم هادو 20 وحنا صابرين يا تزاير قلبي راه معمر اليوم نسمع صوتي خلوني نهضر سلمية انا ما جيتش نكسر نقول الحق ما رانيش نخسر حرية فردية حرية جماعية كلنا مواطنين. FLN et au suivant. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi Mourad Yefsah, consultant senior en système d'information, membre fondateur du CCAF PAX, comité de soutien de citoyens algériens en France pour une assemblée constituante souveraine. Saïd Mourad Yefsah, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, Jamal, et merci pour cette introduction qui effectivement, je pense qu'elle est optimiste. Hein. Elle est optimiste. Elle nous rappelle effectivement tous les chantiers qui restent à bâtir. Oui. Pour tout remettre à zéro. C'est possible, c'est humain. Oui. C'est humain, c'est possible. Et puis nous baignons dans une telle sinistrose oui. que de temps en temps, peut-être qu'il faut laisser ouais. percer une petite lueur d'espoir. Elle existe. Je l'espère. Saïd Aknin est avec nous, militant politique. Saïd, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Jamaldine. Nous allons voir avec nous depuis Alger Bouhla Mahmoura, secrétaire général du SATEF, qui restera un court moment avec nous. Et comme chaque fois, comme je vous l'ai promis hier, nous allons essayer de le faire, de recevoir à chaque fois un citoyen parmi nos téléspectateurs pour nous parler de la situation comme elle est perçue depuis l'Algérie. Alors, avant, je suis au regret et je suis très triste de devoir vous annoncer le décès du docteur Zalani Azdin, Rabbi Yarhamou, qui est décédé ce matin à Paris. Zalani Azdin, qui était un ami de Maghribia qui venait souvent, que vous avez vu dans de nombreuses émissions. Zalani Azdin, un homme de caractère et de culture, un homme très cultivé, dont le franc-parler avait ébloui les téléspectateurs. Et donc nous allons commencer par lui rendre cet hommage, mais avant, montrer quelques extraits de lui. Quand il était passé dans cette même émission il y a quelque temps, nous avons coupé un petit extrait pour vous rappeler ce qu'a été ce grand homme. Regardons ensemble. J'adresse ici même, dans votre télévision, un appel à M. Meddelsi, et qui me connaît d'une certaine manière. Et je lui demande, je ne dirais pas solennellement, je lui demande publiquement de prendre ses responsabilités de président du Conseil constitutionnel. C'est Zalani Azdin qui lui dit, et il sait parfaitement de quoi je parle. Et s'il ne le fait pas? De prendre ses responsabilités, et très rapidement, dans le cadre de la loi, pour nous dire, selon ses compétences, lui et son conseil, si notre président est toujours apte ou pas à exercer ses missions, sinon M. Zalani Azdin est publiquement mettra devant le public national et international, mais surtout national, un certain nombre d'informations que M. Meddelsi sait parfaitement que je sais. Ce n'est pas du chantage. Saïd, Rabbi Yarhamou Sa'aleh, Saïd, vous l'avez connu, vous l'avez souvent croisé ici, Tout à fait. D'abord, et vous vous rencontriez même en dehors de Maghribia. En fait, je présente mes condoléances à sa famille, ses proches, ses amis. Je crois que l'Algérie a perdu un grand connaisseur en droit et en histoire. Un vrai homme d'État qui, en 1994, était conseiller juridique
Il m'avait raconté beaucoup d'histoires qui se sont passées, surtout pendant le boycott scolaire. C'est un homme qui voulait servir son pays en dehors de toutes les questions de régionalisme, de toutes les questions de subjectivité d'appartenance, et il ne voulait que du bien pour l'Algérie et le peuple algérien. Il est d'un franc-parler comme il n'en existe pas beaucoup. Il ne mâchait pas ses mots et assez souvent, j'ai fait une émission aussi avec lui sur un autre plateau de télé où on n'était pas d'accord. On ne peut pas être d'accord partout, mais on avait du respect l'un pour l'autre et j'espère juste qu'il en a laissé des écrits sur beaucoup de sujets que nous avons développés ensemble sur la police politique, parce qu'à un certain moment, on l'avait taxé d'être du DRS et quand on parlait, moi et lui, il m'avait dit un certain nombre de choses sur le fonctionnement de cette organisation occulte qui a cette tentacule dans toutes les administrations. Et d'ailleurs, l'ancien Premier ministre disait qu'il y a un seul parti politique en Algérie. Il a 2 millions d'adhérents, c'est le DRS. Paix à son âme. Paix à son âme. Mourad Youssah, un mot. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de le croiser. Non, on ne s'est jamais connu. Peut-être comme ça, dans des manifs, mais on n'a pas discuté. C'est dommage. Voilà. C'était un grand monsieur. Moi aussi, Saïd m'est arrivé de m'accrocher très durement avec lui. Hein. On a eu un accrochage sur un plan purement professionnel, hein. C'est rien de personnel. Mais on a gardé l'un pour l'autre beaucoup de respect. Personnellement, quand j'ai appris la nouvelle ce matin, ça m'a réellement choqué. Il est élégant dans son... Il est très élégant. Très élégant. Il a de la grâce et il a de la finesse. Il a beaucoup souffert ces dernières années parce qu'il était très malade. Tout à fait. Rabbi Rahmou. Tout à fait. Moi, ça m'arrivait en dehors de tout de le voir, discuter avec lui, d'échanger des sujets avec lui et de prendre certaines notes. Il m'était arrivé de prendre certaines notes, surtout qu'il a des connaissances très poussé en matière d'histoire. Oui. Pour l'histoire, il est très fort. Tout à l'histoire fait. de l'Algérie, du Maghreb, il connaît aussi certaines arcanes locales et les ramifications locales au niveau du pouvoir central en termes d'allégeance et en termes... Pour cette raison qu'à un certain moment, il avait pris des positions très courageuses quand on a vu le lâcher des lièvres quand il y avait eu les élections qui ont porté l'actuel simulacre à la place où il est. Alors, j'étais en communication tout à l'heure avec son épouse qui m'a appris qu'il allait être inhumé ici, à Paris, normalement, Rabbi Rahmou. Je tiendrai nos téléspectateurs au courant de la suite des événements pour ceux d'entre vous qui souhaitent assister à ses funérailles ou rendre visite à sa famille. Et donc, voilà, Rabbi Rahmou, c'est très dur, mais c'est comme ça, c'est la vie continue. Et nous allons en arriver à ce sujet du FLN d'abord, du FLN. Vous savez ce qui se passe en ce moment, c'est l'un après l'autre, hein, c'est à chaque fois pareil. Hein. Le FLN, dont, rappelons-le, deux secrétaires généraux ont été en prison, dont l'un est toujours en prison d'ailleurs, d'Abbas. Oui. Après l'autre, comment il s'appelait, Jmehi. Jmehi, il a été libéré après, je crois, 9 mois de prison, voilà. ou une année. Voilà. Et les autres qui ont été... qui est en fuite. Saïdani qui est en fuite. Et Saïdani qui est en fuite, au Maroc. qui se trouve au Maroc en ce moment. Et les autres qui sont partis tous la queue entre les pattes, l'un après l'autre, sauf Mahri Rabbi Rahmou qui est parti. Ouais. Mais je vous laisse nous en parler. Oui, je pense que vraiment, c'est parler du FLN, c'est parler d'un appendice de l'État algérien. Je pense qu'on ne peut pas parler du FLN comme d'un parti. Et on ne peut pas parler de responsables du FLN ou de militants du FLN comme étant de responsables ou de militants politiques algériens normaux. Ce sont des agents
du système en place. Le FLN n'a jamais été un parti d'ailleurs. Dans sa création, en 1954, il n'a pas été créé comme un parti. Oui. Il a été créé comme une structure anti-parti sur la base d'une analyse critique donc des partis du mouvement national et bien entendu pour dépasser la situation donc de et crise. Pour rassembler un peu tous les anticolonialistes qui voulaient en découdre avec... Mais rassembler non pas dans le cadre d'un parti, mais dans le cadre d'une structure qui avait une mission, libérer l'Algérie. Absolument. Donc, c'est pas. Et puis d'ailleurs, le FLN n'a jamais eu un projet au sens propre, un projet politique au sens propre. Même la plateforme de la Soumam, que beaucoup présentent comme étant un projet de société, etc. Bon, quand on lit, c'est pas tout à fait un projet de société. Beaucoup de questions nationales ne sont pas traitées. Absolument. Alors qu'aujourd'hui, à ce jour, près de 60 ans après l'indépendance, on continue encore à les poser. La question de la liberté, la question de la démocratie, les questions nationales, donc sur la question de la langue, sur la question de la femme, sur la question, etc. Beaucoup de questions. Donc, le FLN n'est pas un parti. À l'indépendance, il a été aussi constitué comme étant un appendice donc, de l'État et qui avait une mission. Il avait une mission. 1, donc former des commis de l'État. 2, servir d'intermédiaire entre l'État et la population. Et souvent, dans le sens de la fliquer. Et souvent, dans le sens effectivement de la surveiller, et de jouer le rôle de, je dirais même de... Garchiourm. Mais plus que ça, parce que la Kasma était comment dirais-je... C'était plus bas encore, la Khalia, la cellule. Était plus qu'un commissariat. Ah oui, c'est plus qu'un commissariat. Absolument. Parce qu'il rentre dans la famille, il rentre dans le village, il rentre dans le quartier. Dans l'usine, il rentre dans le chantier. Il rentre dans l'usine, etc., etc. Donc le FLN, après 89, il n'a pas cessé d'être ce qu'il était. Il a continué à être ce qu'il a toujours eu comme rôle donc dans l'appareil d'État. D'ailleurs, il s'était opposé très vigoureusement au multipartisme. Bien sûr. C'était un fonds de commerce juteux. Mais bien sûr, il faut rappeler une chose. En 89, d'après donc les informations qui étaient fournies à l'époque du fait qu'il a été donc transformé en parti entre guillemets, il y avait 13 000 fonctionnaires qui étaient des permanents du FLN. 13 000 fonctionnaires. C'est dire. Hein, c'est énorme. Ça veut dire que 13 000 agents qui étaient payés par le budget de l'État et qui étaient à l'intérieur du FLN. Et c'est oublier de parler de toute l'infrastructure immobilière, de tout le patrimoine financier. C'était énorme. C'est que l'Algérie appartenait au FLN. Oui. Un responsable du FLN, à quelque niveau que ce soit, là où il exerce sa responsabilité, il a la capacité, il a la force de pouvoir transférer la propriété vers qui il veut. Je me rappelle que les Wali avaient peur des commissaires du parti. Mais bien sûr. Tout le monde avait peur du commissaire. Et vous vous rappelez l'article 120 de FLN, oui, d'ailleurs, c'est parlant. Donc, la question, je pense qu'en essayant donc de faire un peu de politique, c'est que le secrétaire général du FLN était le président de la République. Et dans la constitution algérienne, il y a une personne qui détient tous les pouvoirs, y compris celui de dissoudre l'Assemblée, de décréter l'état d'exception, l'état d'urgence, etc., etc. C'est le président de la République. Il se trouve que le président de la République... Et c'était systématique? Tous les présidents... tous. Par exemple, Boumediene a été secrétaire général du FLN? Alors, Boumediene, lui était président du Conseil de la Révolution. Il était président du Conseil de la Révolution. Il était le président du Conseil de la Révolution. C'est lui qui a reconstitué le FLN. Oui. Pour la simple raison, c'est que lorsqu'il a fait le coup d'État, le parti FLN n'était pas d'accord. Tous les dirigeants du FLN n'étaient pas d'accord. D'ailleurs, à cette époque-là, je crois que c'était Qaïd Ahmed qui était le dirigeant du patron, FLN. le chef de l'appareil.
chef Comme on de disait à l'époque. le chef de l'appareil. Il est resté quelques mois après 65 et après il est rentré dans l'opposition. Oui. Je crois qu'il a, Il a été au fui. Maroc, je crois. Il à a ce fui au moment-là. Maroc. Je crois que c'est au Maroc aussi. Oui. Mais sinon, Chadli n'a pas été secrétaire général. Ah si. D'accord. Si. Il a été secrétaire général, il a bien sûr été désigné candidat et ensuite il a été bien sûr secrétaire général. Et je me rappelle qu'au congrès du FLN, il y avait des militaires aussi, des officiers supérieurs. Il y a un quota par corporation, il y a un quota donc D'officiers militaires supérieurs, au comité là, oui. central, Ouais. au comité central. Oui. Et il y a un quota, donc, bien sûr, Comité central, exactement. de syndicalistes, donc de l'UGTA. Il y avait Absolument. un quota de l'UNFA, il y a un quota de l'UNGA, etc. Donc, à l'époque, le système de parti unique, il reposait sur l'encadrement de la société au travers des organisations de masse et un parti qui lui, donc, assurait le pilotage de l'ensemble. C'est pour ça que je pense aujourd'hui, donc parler donc, des crises à l'intérieur du FLN, c'est parler des crises de l'État. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a ce problème-là, cela veut dire qu'aujourd'hui, à l'intérieur, au plus haut sommet de l'État, il y a des affrontements. C'est ça que ça veut dire. Oui, Ça veut nous rien- allons parler justement, nous allons essayer de décrypter cet événement qui est l'éviction de Baji. Mais avant, avant de donner la parole à Saïd, nous allons écouter, plutôt regarder un peu, quelques informations sur le FLN. Je crois qu'il y a une erreur, il me semble. On nous a montré l'image du secrétaire général de l'UGTA, mais il n'a pas été Non, on n'a jamais. Oui. Qui fut d'ailleurs assassiné. assassiné. Absolument. Et que jusqu'à aujourd'hui, nous On ne demandons sait pas très bien. vérité qui- ouais. et justice. Abdelkader Ben Hamouda, c'est lors de la création du bébé moustache. Oui. Le RND. le RND, exactement. Oui, je vous rappelle. ouais. Exactement, exactement. Donc, encore une fois, merci pour l'invitation. Aujourd'hui, on est le 9 septembre. Le 9 septembre 1962, des chars traversèrent Blida, venir de Djelfa pour arriver sur Alger. Ils ont marché sur 1000 frères d'armes. C'était septembre, vous êtes sûr? Septembre 1962. D'accord. Le 2 septembre 1963, celui qui était à côté de Boumdien en 1962 fut assassiné, le colonel Chabani. C'est pour dire qu'aujourd'hui, Assassiné, il a été fusillé. tout à fait, Fusillé, passé par un tribunal militaire, et on dit que le colonel Bencherif, qui était le patron de la gendarmerie, l'avait mis à ses pieds dans une jeep, et lui, alors que le chien berger allemand de Bencherif était à ses côtés sur le siège, et que Chabani lui aurait dit, oui, il lui a dit des choses que je ne peux pas répéter maintenant. de toute façon, il y a beaucoup de témoignages autour de ce crime d'État.
de ceux même qui ont participé dans l'acte et aujourd'hui c'est un secret de Polichinelle. Pour dire que ce qui se passe actuellement dans cette structure qui, pour ma part, n'a pas fait dans l'antiparti. L'antiparti était venu par la suite quand il fallait. Elle avait fait plus dans le rassemblement de partis en 1954. Et si on se demandait juste un instant. Il a été créé à quel moment au juste le FLN? Il a été créé en 1954. La proclamation de 54, elle était émise par le FLN. Oui. On est bien d'accord. 1er novembre. Donc le FLN était déjà, 1er novembre 54, était déjà... C'est sa date de naissance. C'est sa date de naissance, très bien. Donc, auparavant, personne n'a entendu parler. Très bien. Interrogeons ceux qui l'ont créé. Quel est l'avenir réservé à Karim Belkacem? Fut assassiné. Mustafa Ben Boulaïd est mort, et il y a des versions et d'autres. Des conditions suspectes, du moins. L'Arbi Ben Mehdi, assassiné. Assassiné par la France coloniale. Mohamed Boudiaf, assassiné par le régime. Rabah Bitat. Mort dans son... Et Didouche Mourad. Didouche Mourad. Oui. Je crois que si on veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans cette structure, dont il y a confusion entre État, pouvoir et parti. Il y a une certaine forme d'immixtion de ces trois éléments, allant jusqu'à confondre l'un l'autre et à prendre, à personnifier dans les institutions de l'État, parfois, ces personnes en termes de confusion et en termes de déresponsabilisation par rapport à la chose politique et à la chose publique. D'abord, il y a 1954. Mais il y a un autre élément, c'est le congrès du Caire de 1958, qui était venu de surcroît apporter un certain nombre de correctifs à la plateforme de la Soumam. Et la plateforme de la Soumam, il y a une complémentarité entre la déclaration du 1er novembre et la plateforme de la Soumam qui a lancé les grands jalons de ce qu'allait advenir l'Algérie en disant ne serait-ce qu'en termes de liberté, il y a tous les segments qui étaient présents à l'intérieur, mais il fallait effectivement, et je suis tout à fait d'accord, les développer. Ça reste une étape. Il faut les développer. Quand on dit qu'elle n'est orientée ni vers le Caire, ni vers Moscou, ni vers Paris, ça veut dire l'Algérie algérienne. Maintenant, définissons, c'est quoi cette Algérie algérienne, sa perspective. Oui, mais restons dans le FLN, Saïd, pour... Je reviens, parce que quand on dit que c'est de lentilles, il faut apporter un certain nombre de clarifications au risque de faire fausse route. Il y a le congrès du Caire, et puis il y a le 1962, le coup d'État sur le GPRA. Et puis, le 1965, un autre coup d'État. Donc, cette culture de coup d'État, c'est une culture à l'intérieur dont il y a effectivement, à chaque fois qu'il y a des soucis claniques, il y a des problèmes à l'intérieur du FLN. Regardez, quand on voit une telle structure se comporter avec de l'indécence, de la lâcheté, comme ils se sont comportés avec Mehri. Le coup d'État scientifique. Le coup d'État scientifique. Et toutes les humiliations qui en ont suivi contre Mehri, je me dis, comme a dit l'historien, il faut rendre l'UFLN au FLN. Ça veut dire Saïd, rendre l'UFLN à l'histoire. Saïd, je me permets de vous interrompre. Est-ce que ce n'est pas donner plus d'importance au FLN qu'il en a eu, y compris pendant les périodes de Ben Bella, de Boumedienne, de Chedli, de mon modeste point d'avis, de mon modeste avis. Moi, il me semble que le FLN n'était pas dans le vrai pouvoir. Il était un relais important du régime, un rempart du régime, un flic du régime, des gardes-chiourmes, tout ce qu'on veut. Mais pour ce qui est du vrai pouvoir, c'était l'armée. C'était, du temps de Boumedienne, c'était Boumedienne lui-même et les forces qui l'entouraient, composées notamment
d'ex-officiers de l'armée française, déserteurs de l'armée française, notamment, qui avaient les postes clés de l'armée, même si c'était des officiers subalternes, comme le fut le capitaine Mohamed Lammari, qui était chef d'état-major du Grand Alger, et qui commandait à des colonels, pour rappeler le contexte. Du temps de Chadli, pareil, c'était Chadli, l'homme fort du régime, et le FLN était juste un appendice. Du temps de Bouteflika, du temps de Zarwal, c'était l'armée. Du temps de Bouteflika, c'était Bouteflika. Et Saïd, c'était la fratrie Bouteflika qui avait réussi, y compris à dominer les militaires eux-mêmes, à les mettre dans la poche. Mais le FLN a toujours été un ustensile, j'allais dire. Djamaldine, j'avais commencé en développant un certain cheminement historique. Oui. Ce cheminement historique, si j'avais parlé du 9 septembre 1962, le 9 septembre, la France coloniale a mis à la disposition de, entre guillemets, ce qu'on appelle le groupe de Oujda, elle avait mis des mortiers, des armes, du personnel pour qu'ils viennent prendre Alger. Oui. D'accord. Dans ce développement, cette structure qui, à un certain moment, pouvait pourvoir en termes de compétences, l'article 120, on en parlait tout à l'heure, pourvoir de compétences, mais cette compétence, elle n'est pas construite ni par la formation de cette structure, mais par une certaine forme de contrainte d'appartenance. Et puis, comme il l'avait dit tout à l'heure, il y a cet appendice, il y a cette garde-choum, il y a la flicaillerie de la société. Mais à un certain moment, qu'on le veuille ou pas, il y avait quand même des cadres qui ont adhéré dans cette structure et ils avaient des compétences, nous le voulons ou pas. Et que, en termes du moins de décision politique, ils puisaient dans cette structure en termes de décision politique. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire. Aujourd'hui, ils sont en panne. Ils n'arrivent même pas. Pourquoi? Parce qu'il y a cette mutation. Et cette mutation où ils se sont réduits comme une peau de chagrin, où il y a à l'intérieur que ce qu'on voit actuellement à la télévision, à l'image de Sadani, à l'image de celui de l'ancien président, l'affairiste, le trabendiste, à l'image de celui, c'est-à-dire les critères aujourd'hui de rentrer à l'intérieur de cette structure, ce n'est pas d'avoir de la compétence, ce n'est pas de servir le peuple, mais c'est sa même mise sur les circuits informels de la mafia, des beltagia, de la mafia locale, des voyous, de la vente de drogue, ainsi de suite. Voici comment que ça se passe. Pour cette raison qu'on se donne à ce genre de spectacle. Et que ce genre de spectacle aussi, c'est pour aussi discréditer le politique et la politique. Bien que ils sont dans l'infra-politique, et ça depuis maintenant des années, cette structure. Par contre, la vraie décision, comme tu l'avais dit, et là je suis tout à fait d'accord, elle n'est pas dans le formel. Depuis toujours, elle était dans l'informel. Absolument. Elle était derrière les rideaux. Quand on se sert de toutes ces façades civiles pour exécuter, on s'en sert quand Ould Abbas, il fallait qu'on lui dise ce qu'il fallait dire et qu'ils allaient gouverner Ould Abbas, justement, pour des années et des années. Oui. Vas-y. Je vais juste dire deux mots parce que je pense qu'on ne comprendrait pas la politique en Algérie actuelle, d'hier et d'avant-hier, Oui. si on n'intègre pas le fait que le FLN, quand il a été créé, il n'y a pas de distinction entre le civil et le militaire. À l'indépendance, le FLN, le militant du FLN, il n'y a pas de distinction entre le civil et le militaire. À l'intérieur des casernes, il y avait des cellules du FLN. Ah oui, oui, oui. Donc, quand on dit c'est le militaire qui décide, mais c'est le militaire qui décide. Il y avait des commissariats politiques. Il y a des commissaires politiques à l'intérieur de l'armée. Oui. Donc, ceux qui décidaient, même si c'était les militaires, mais c'était des militaires FLN qui dirigeaient les casernes. Oui. Donc, je pense que la question, elle est un peu plus complexe que... Pas du FLN, du PFLN. Oui, du parti FLN. Et ce fonctionnement qui consiste justement à ce que l'appareil du FLN, je ne parle pas des militants, de l'appareil du FLN, qui est composé de civils, de militaires, de policiers, de gens de la sécurité militaire, etc.,
constituait effectivement la coordination au plus haut sommet de l'État. Les décisions ne se faisaient... Quand vous prenez par exemple le Conseil de la Révolution, Oui. la structure la plus connue du centre de décision politico-militaire, c'est le Conseil de la Révolution. Mais le Conseil de la Révolution ne relevait pas du FLN. Mais ils étaient tous au FLN. Ils étaient tous au FLN. oui. Donc le Conseil de la Mais il Révolution... y avait que le FLN aussi. Oui, non, mais il n'y avait que les FLN. Mais ce Conseil de la Révolution, c'était Et il y les avait gens l'article qui 120. L'article 120 est venu après, bien après. Oui, après, oui. Donc il est venu après. Mais pour rappeler à nos téléspectateurs qui sont trop jeunes, qui ne se rappellent pas de cette période, l'article 120 précisait... C'est dans la Constitution de 1976, effectivement, voilà. qui avait pour objectif justement d'écarter tous les militants qui étaient anti-FLN, qui étaient dans les organisations de masse, particulièrement l'UGTA, l'UNGA et l'UNFA, mais c'est surtout l'UGTA, dans lesquels il y avait des militants politiques qui étaient surtout de gauche et d'extrême gauche, et ils voulaient absolument donc les écarter. Pour la simple raison, c'est qu'ils venaient de passer une période des années 70, 71, 72, etc., donc de grève des dockers, grève à la les grèves à des la dockers, SNV. la grève de l'UNEA en 69. L'UNEA a été dissoute. Oui, a été dissoute par Bourdienne. A été dissoute, mais ensuite, effectivement, ils ont tenté donc de créer, il y avait la JFLN, etc. La jeunesse FLN qui était bien avant, depuis l'indépendance. Voilà, quasiment, donc, mais ils ont tenté, avant de créer l'UNGA, donc ils étaient dans ces organisations-là. Donc pour pouvoir cadenasser la société... Mais c'était surtout l'article 120, moi je me rappelle très bien, c'était pour contraindre toutes les compétences à entrer dans la FLN. L'article 120 dit la chose suivante, il faut peut-être le dire clairement. Ouais, voilà. Tu ne peux pas exercer un poste de responsabilité à l'intérieur d'une organisation de masse, que ce soit à l'UGTA... Non seulement de masse, à l'intérieur de n'importe quelle entreprise publique. Mais l'article... Par exemple, vous allez à Sonipec, à Sonatrach, au port, vous ne pouvez pas être responsable si vous n'êtes pas militant du FLN. Si vous n'avez pas la carte du FLN. Si vous n'avez pas la carte du FLN. Voilà. C'est aussi clair que ça. Voilà. Ça veut dire, vous avez beau faire des études, être très compétent, être capable, si vous ne passez pas par le FLN, vous n'avez pas ce poste. Si vous n'avez pas la carte. Donc on vous contraint et les gens sont entrés en masse au FLN parce qu'ils n'avaient pas le choix. C'était d'une contrainte absolument incroyable. Sans oublier la chasse aux sorcières des militants du PRS, des militants du FFS, du PAX à l'époque. Du PAX. C'est-à-dire il y a l'interdiction de toute forme de pluralisme et d'expression des pluralités. Par conséquent, c'était une construction d'une certaine... de ce qu'a ramené aujourd'hui à ce genre de fonctionnement. Et ce genre de fonctionnement de pensée unique, de parti unique, de démarche unique, d'absence de pluralisme, les pousse à faire ce qui est devenu une maladie chronique. C'est le spectacle que nous avons vu aujourd'hui, en plus des ramifications à l'intérieur des luttes claniques dans le système. À chaque fois qu'il y a d'ailleurs un basculement du pouvoir, il y a des coups d'État dans toutes les structures qui sont gérés soit par le commandement militaire, soit par la police politique. Pas loin que ça, notre parti a failli vivre la même situation. Bon, je pense que ça va se réguler maintenant qu'ils ont décidé de participer aux élections communales, je crois. Et d'ailleurs, les crises du FLN sont devenues symptomatiques de ce qui se passe au régime et surtout l'annonce d'une crise latente qui est en train, en ce moment même, de sortir au grand jour à travers ce qui se passe au FLN, entre autres. Mais nous allons d'abord écouter M. Ould Abbès pour vous dire à quel point et jusqu'à quel niveau ils sont, je vais dire, de morgue, d'arrogance, de prétention sont arrivés ces gens. Et après ce rappel de M. Ould Abbès, nous allons arriver à l'affaire Bagy et l'affaire FLN. M. Ould Abbès. مثلا نتصل في 2019 ومازال نتصل في 2024 و2029 و2034 2034 يكون عندي قرن في عمري ان شاء الله قرن ونكون معاكم ما تخافوش لي روم يطوروا مغالطين nous sommes comme les oliviers de la Kabylie.
نشدوا لي زوليفيي دو لا كابيني الزيتون تاع بلاد القبيل يشد 2000 سنه انا ماشي 2000 100 سنه كافيه. Incroyable, de culot, d'audace. Hein, c'est... Le crétinisme. Alors, il est en prison, le monsieur. On ne veut de mal à personne, surtout lui, monsieur, c'est un vieux monsieur qui devrait être chez lui en face de sa cheminée. Mais c'est incroyable. Ce qu'il a dit là, c'est une insulte à tous les hommes dignes, à toutes les femmes dignes de ce pays. C'est incroyable. C'est incroyable. Jusqu'où ils ont poussé l'outrecuidance. Comme a dit Mouloud Mamri, l'olivier chez nous, c'est pas simplement un arbre. Oui. C'est un membre de notre famille. Oui. Il est associé à des émotions. Mais lui, il fait du populisme. Il est associé à des émotions, il est associé à des histoires, oui. Il est associé parfois à des transcendances mystiques. Il est associé à des domaines, à des domaines ouverts du vivant et les domaines du possible. Comparer... Si j'ai à comparer à l'olivier, je vais comparer effectivement l'UFLN d'avant l'indépendance, oui. Qui a résisté aux assauts de la colonisation. Mais l'olivier n'a jamais, même s'il est brûlé, les racines... Mais ils n'ont pas insulté que l'olivier, ces gens. Ils ont invité des millions de gens qui ont donné leur vie pour ce pays. Ils ont invité tout ce qu'il y a de sacré en l'homme. Ils ont institué le mensonge en règle de vie, la flibusterie. Mais enfin, nous allons maintenant en arriver à l'histoire de M. Baji, qui a quelques jours de devoir déguerpir. Nous allons voir ce qui s'est passé un peu au FLN. S'il vous plaît, M. Baji, la FLN, la pagaille, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Pour dire ça, moi ce qui m'a étonné dans ces images, peut-être qu'on va les repasser tout à l'heure pour bien imprégner nos téléspectateurs de la réalité des choses, c'est que ces gens-là, on leur dit de se taire, de tout accepter, ils se taisent, ils acceptent. On leur dit de lever la main, ils lèvent la main. On leur dit d'applaudir, ils applaudissent. On leur demande de se transformer en bêtes féroces, tout casser, et ils le font.
Ils le font, c'est comme si on les appelait au sifflet, quoi. Allez les gars, hop, vous allez dégager Baji maintenant, c'est le moment. Ils le font alors qu'hier, ils lui faisaient la collade, ils l'embrassaient, je ne sais pas, ils lui proposaient même des choses. C'est incroyable, cette façon d'être, c'est indigne de l'humain, ça. Je pense que ce qu'on vient de voir, c'est vraiment l'expression de ce qu'est l'école du FLN depuis maintenant l'indépendance. L'école du FLN, depuis l'indépendance, a été structurée, a été architecturée pour former des voyous. Et des moutons aussi. Elle a formé, des moutons qui rugissent, tiens, de temps en temps. Des voyous, des gens qui n'ont ni loi, ni principe, ni foi. La calomnie, le mensonge, le vol, la prévarication, tout peut passer. Et le FLN, c'est ça qui a donné aussi des dirigeants comme ce que nous avons eu. Ah oui. Comme ceux, oui. Mais malheureusement, il y a des... Et dire que ce FLN était celui de Ben Mehdi, de Ben Boulaïd, c'est incroyable. C'est pas du tout le même. C'est même pas le FLN de Mehri. C'est même pas le FLN de Mehri. Exact. C'est même pas le FLN de Ben Flis, à la limite. Quand vous lisez ce que produisaient certains militants du FLN à l'indépendance, et qui étaient marginalisés, parce qu'ils n'ont pas voulu marcher dans le moule. Mais c'est de vrais militants, c'est de vrais patriotes qui aiment leur pays mieux que leurs propres âmes. C'est des gens qui ont tout donné, comme Zehwan, comme Harbi, etc. C'est des gens, attention, c'est pas dans le FLN, il y a... vous venez de dire des noms prestigieux, d'intégrité, d'engagement. Exactement. C'est incroyable. Et vous voyez des gens comme ça, ça fait rougir, quoi. Pour justement transformer l'Algérie de 62, l'Algérie révolutionnaire, l'Algérie combattante, l'Algérie de la liberté, l'Algérie de Ben Mehdi, effectivement, de Abban, de Ben Boulaïd, etc., pour la transformer comme ça, il a fallu passer... Il n'y a pas photo, hein. Il a fallu passer par plusieurs coups d'État. Oui. Mais surtout, à mon avis, il y a une période qui a transformé qualitativement, non seulement les FLN, mais tout ce qui lui était rattaché, c'est la décennie rouge. À partir de 92, à partir de 92, ils ont assassiné au sens propre et au sens figuré les militants, les cadres et surtout la conscience. Quelque part l'âme algérienne, la dignité algérienne. Parce que pour se comporter de cette façon, vraiment, c'est indicible. Je pense que là, on voit bien ce que c'est que les Baltadjiens. Vous imaginez, par exemple, très franchement, une scène pareille se dérouler en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Mexique. Vous imaginez qu'il y a des gens, citoyens d'une république démocratique, populaire, se comporter comme ça, ça aide. Dans aucun parti, dans aucune structure, dans aucune institution où il y a des règles, de fonctionnement, et qui sont adoptées, comment dirais-je, communément par ses membres, et qui forment effectivement des citoyens, ce genre de choses ne peut pas se produire. Ça aide, avant de vous donner la parole, pour rester dans le droit fil de ce qui se passe à l'intérieur de ce parti, si tant est que c'est un parti quelque part. Nous allons voir M. Baji le jour où on lui a annoncé qu'il avait été désigné, non pas élu, hein, parce qu'on a fait l'élection, elle est toute formelle. Hein. La réalité, c'est que ça vient du téléphone, c'est M. Baji. Le jour où il a été désigné donc, pour devenir le patron du FLN, regardez sa réaction. Vous imaginez peut-être les mêmes
qui est en train de crier dégage. Peut-être c'est les mêmes qui disent Allahu Akbar, Baji, Amin. Exactement. C'est pas peut-être, c'est C'est sûr. sûr. Nous allons la revoir. Hein. Non, nous allons revoir la première, celle de la foule là qui crie, qui vocifère, qui. C'est très important. Ça y est, tu sais. Radir Sah qui vient de remarquer que personne ne porte le drapeau national dans ce parti qui se dit le plus nationaliste, le plus patriotard, le plus... Saïd Knin, je vous laisse vous exprimer. Je crois que cette remarque vient d'être faite qu'aucun n'a porté le drapeau national. Mais au-delà de ça, nous étions tous militants d'une structure. Quand nous voulons contester un certain nombre de choses, nous écrivons des slogans, nous portons des banderoles. C'est aussi ça l'acte de militance. Mais je dis tout simplement que cette structure, au même titre que toutes les structures qui sont des excroissances du système, ou sinon le système lui-même, sont traversées par un esprit. L'esprit d'allégeance, l'esprit de compromission, l'esprit de voyoucratie, l'esprit de la violence. Et ça aussi, il va falloir l'intégrer dans un élément beaucoup plus large, c'est celui des lois sur les partis. Les lois sur les partis, le fonctionnement des partis. Vous savez, après, je suis caractérisé par la vérité et l'honnêteté. Pas le seul parti qui a vécu ça. Il y a le FLN qui vit ça. À un certain moment, c'était le RND. Il y a une tentative. C'est du pareil au même. Il y a une tentative de faire la même chose au RCD. En 2004, des anciens 63 du Front des forces socialistes ont été agressés au siège national de ce parti à la tronçonneuse. D'hommes et de femmes aujourd'hui qui se sont découverts des velléités démocratiques transfrontalières. Et pas que ça, il y a un autre parti, ça fait pas longtemps de ça, il a failli. Donc tout ça c'est un contexte quand il y a, à partir du moment qu'il n'y a pas dissolution de la police politique. Dissolution de la police politique. Ça c'est les pratiques de la police politique. À partir du moment qu'il n'y a pas démantèlement de la junte militaire. Nous allons vivre ce genre de situation parce qu'il n'y a pas le libre exercice ni de la politique, ni de l'économique, ni d'autres éléments. Nous allons continuer à vivre de simulacre à simulacre, d'une ramification à ramification, d'une intrusion à intrusion. Et les règles, quand on voit un responsable d'un parti politique, 60 ans ou 50 ans, 30 ans, 40 ans à la tête de son parti, et il nous dit la démocratie. Quelle démocratie? Elle est où la démocratie? Elle existe où cette démocratie?
Elle n'existe pas. Elle est où l'alternance? Il est où le respect du cadre démocratique et de la culture démocratique? Donc ça, c'est un ensemble. Et là, je crois que non seulement ça peut nous donner des indices sur ce scénario global qui est en train d'être préparé. Parce que le système, il est dans... Mais justement, pourquoi, à votre avis, sont-ils en train... je rappelle que Baji a été empêché d'accéder à la candidature pour le Parlement. On lui a sorti une histoire il n'a pas fait son service militaire. Les gens ont compris à partir de ce moment qu'elle allait être éjectée, déjà. Mais pourquoi? Parce que lui ne représente rien. C'est un monsieur, rien du tout. Il ne pèse rien, pas le poids d'une plume dans les équilibres du pouvoir. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie, à votre avis? Les hommes et les femmes qui représentent, soit ils sont exilés, soit morts. Non, mais pourquoi on a voulu... Pourquoi veut-on maintenant évincer Baji? Dans quel but et pourquoi? Il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est d'abord essayer de contaminer la société, de faire intégrer un élément de violence parce qu'ils ont été déstabilisés par la Silmiya. J'ai envie de mettre en parallèle cette violence et la Silmiya. La Silmiya, c'est... Mais justement, nous allons tout à l'heure montrer deux images, celle de cette scène qu'on va passer à côté de celle du Hirak citoyen, pour montrer la différence entre les deux. Mais sinon, moi j'aimerais que vous me donniez votre avis sur pourquoi Baji va-t-il être évincé et qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça cache? Le deuxième élément, c'est le discrédit de la politique et du politique. Non, ça c'est en soi, ça c'est le constat. Moi je parle des les causes. Quelles sont les causes profondes? Les causes, pourquoi? Oui, pourquoi en sont-ils arrivés à ça? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'ils veulent obtenir avec ça? Parce que Baji en lui-même ne signifie rien. Ils prennent un téléphone, ils disent on ne veut plus. Ils auraient pu le dégager simplement, une simple procédure. Mais pourquoi font-ils tout ça? À une situation de fractionnement. Le premier élément, c'est le fractionnement. Le deuxième élément, c'est rendre la problématique invisible et illisible et la complification de la situation telle qu'elle. Le troisième élément, c'est d'en finir complètement avec les structures et de nous présenter un homme providentiel. Soit cet homme providentiel va sortir de prison, ou cet homme providentiel, à un certain moment, a été incarcéré et était du côté du Hirak. Pour devenir secrétaire général du FLN ou président de la République? Mais ils sont dans l'après-Tebboune, ceux qui organisent ça. Oui. Ils ne sont pas dans le Tebboune, ils sont dans l'après-Tebboune. Ils seraient en train de préparer un processus pour Bien sûr. Tout balayer? Tout ça, c'est un processus de l'après-Tebboune. Ce n'est pas le processus de Tebboune. Pour eux, Tebboune, il représente absolument rien. Ce serait un signe annonciateur de quelque chose d'autre, de beaucoup plus... Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Morad Ifsa, sur ça Moi, je pense qu'à chaque fois qu'il y a eu une crise de ce genre à la tête du FLN, c'est qu'effectivement, il y a une crise au plus haut sommet de l'État, de l'intérieur de l'État. Et donc, certainement, alors il ne s'agit pas de faire des pronostics, hein, mais d'essayer de comprendre. En tous les cas, depuis l'élection de Tebboune, avec... la mort de Gaïd Salah, etc. Il y a quand même une restructuration... La désignation de Tebboune, plutôt. La désignation de Tebboune, oui, tu as tout à fait raison. C'est le terme qu'il ne faut pas se tromper. Donc c'est la désignation de Tebboune, avec la mort de Gaïd Salah. Il y a quand même une restructuration de tous les postes décisionnaires donc de l'État. Et le poste de secrétaire général du FLN fait partie. Ce n'est pas un parti. Le FLN n'est pas un parti. Et donc le secrétaire général Baji, là, donc il est resté parce que je pense que ça va être la dernière étape et que bien entendu, bien sûr, il prépare une nouvelle je dirais, restructuration. Donc jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'ils se rendent compte, c'est difficile de tenir. Ils ont besoin d'un parti qui va coordonner une sorte je dirais, de majorité présidentielle avec des responsables politiques, des élus, etc., des gens qui vont faire des meetings, des gens qui vont parler, des gens qui ont... Je pense qu'ils vont tenter effectivement donc d'aller dans ce sens. Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière qui se prépare.
Ah ben, là, c'est une recomposition. Ce n'est pas un fait isolé, ce n'est pas un événement isolé. C'est pas un fait isolé, c'est une recomposition politique qui est en cours, D'accord. qui commence à partir du FLN, qui va certainement toucher le RND, qui va certainement toucher d'autres partis. Et comme le dit Saïd, peut-être plus haut encore. Dans les premiers indices, je pense que les premiers indices... Des associations, des clubs de sport, je pense que une vaste recomposition. Je pense que les premiers indices de ce qui est en train de se passer, nous allons le voir dans les résultats des élections communales, locales, parce que le parti ou le groupe de partis auxquels ils donneront la majorité au niveau donc des APC et des API, à ce moment-là, ça veut dire que c'est sur ce groupe-là qu'ils vont donc s'appuyer pour donc refonder une nouvelle, je dirais, une nouvelle direction au pays. Et bien sûr, avec éventuellement changement de président et autres. Ça peut être... Mais je pense qu'on pourra voir les choses plus clairement après les élections locales. Très vite, Saïd, parce que nous avons deux invités. Oui. C'est une structure qui ne peut pas avoir un intérêt pour, du moins, les décideurs du système à partir du moment que l'objectif numéro 1, c'est le recrutement et le renouvellement du potentiel. Quand la première élection, cette désignation n'a représenté absolument rien, et celle qui en est suivie n'a représenté quasiment rien. Donc toutes ces structures-là sur lesquelles ils se sont basés pour construire le simulacre et l'illusion n'ont plus de sens. Elles n'ont à l'intérieur que des beltagia. Il n'y a absolument rien à l'intérieur pour renouveler le potentiel, sinon ils n'auraient pas mis plus de 4 mois pour désigner 20 ministres. Ils sont en rupture de potentiel et de capacité. Très bien. Alors, nous allons passer à l'autre volet de l'émission, qui sera très court, malheureusement. Nous avons avec nous Boualem Amoura, secrétaire général du SATEF. Merci d'être avec nous, Boualem Amoura. Bonsoir à mes amis, mes deux amis. Bonsoir à toi et bonne reprise, bien sûr. Merci beaucoup. Et bien sûr, bonsoir Merci. À tous les téléspectateurs de Maghrébia. Merci beaucoup. Alors, je vais vous donner... vous êtes syndicaliste, donc vous êtes au fait de ce qui se passe en termes de pouvoir d'achat, dont on dit qu'il a dégringolé. Certains journaux très sérieux parlent de dégringolade de 50%. Ça veut dire que le pouvoir d'achat aurait perdu la moitié de ce qu'il était. Et j'en veux pour preuve, je vais donner quelques chiffres uniquement pour ce qui est du carburant. Alors, entre 2010 et 2020. Alors, l'essence était de 21 dinars en 2010, 21,20. En 2020, 43,71. Ça veut dire plus de 100%. Son plan, 22,6, passe à 45,62, plus de 100%. Le gasoil de 13,70 à 29,01. Et le super de 23 à 45. Ça veut dire, c'est dire un peu. Ailleurs, l'essence, les carburants, quand il augmente de 2%, 3%. Chez nous, c'est 100%. Vous imaginez un peu. Alors, je vous laisse vous exprimer sur le pouvoir d'achat, la cherté de la vie. Boualem Amoura, vous avez quelques minutes. Ok, c'est pas la première fois que pour la première fois que nous le disons. Il y a une érosion du pouvoir d'achat de tous les travailleurs algériens. Et bien sûr, pour l'information, les salaires des fonctionnaires en Algérie, ils n'ont pas été augmentés depuis 2010. Justement, cela fait plus de 11 ans. Tous les produits, même les produits d'entretien, Javel et tout ce qui va avec, ils ont été augmentés. La semoule, ce qu'on disait aussi avec la sardine, c'est le repas, l'aliment des pauvres. Le sac qui faisait 2500 dinars, il est actuellement à 4500 dinars. Et une petite comparaison justement avec la sardine, en 2010, elle faisait dans la moyenne de 250 dinars, et là, elle est arrivée jusqu'à 1000 dinars. Actuellement, elle est entre 400 et 500 dinars. Si l'on parle aussi de la location des appartements, parce qu'actuellement, si je parle dans le secteur de l'éducation, avant, il y avait ce qu'on appelait le logement socio-éducatif, bien sûr. Mon ami Yfsah Mourad, il est au courant, il était là, il était mon enseignant à l'université Tizi Ouzou.
Donc, la location aussi a triplé. Donc, en 2010, on pouvait louer un appartement en ville, n'importe quelle ville, à 8 000 dinars. Là, vous ne pouvez pas avoir une location à moins de 20 000 dinars. Il y a des gens qui touchent 30 000 dinars et ils louent à 20 000 dinars. Il y a une grande érosion du pouvoir d'achat. Ce n'est pas que nous qui le disons. Bien sûr, nous l'avons bien dit avant, depuis maintenant de 10 ans qu'on parle de ça, mais Tebboune l'a répété 2 fois durant 2 derniers conseils des ministres. Lui-même avait reconnu qu'il y a une érosion du pouvoir d'achat. Il avait demandé à 2 reprises d'améliorer le pouvoir d'achat des fonctionnaires, surtout du secteur de l'éducation et du secteur de la santé. Là, c'est en tout cas, c'est au lieu qu'ils reconnaissent qu'il y a vraiment une érosion du pouvoir d'achat. Aujourd'hui encore, si nous sommes à la rentrée, il faut savoir que les gens nous écoutent. Nous préparons la rentrée scolaire. Moi-même, parent d'élève, on ne nous a pas encore versé notre paye, notre salaire, pour pouvoir acheter des cahiers, des fournitures scolaires, peut-être des vêtements pour nos enfants, pour qu'ils reprennent le 21. Au moment où je vous parle, nous sommes à 10 jours de la rentrée scolaire. Et en plus de ça, allez-y voir aussi tous les prix des fournitures scolaires. Tous les prix ont augmenté. Un simple sac à dos, parce que je ne peux pas, j'ai vu hier dans une supérette un sac à dos à 660 dinars, mais sincèrement, vous allez mettre 2 cahiers, ils vont sortir par le bas parce que ce n'est pas de la bonne qualité. La moyenne qualité, vous allez avoir à 3 000 dinars. Sinon, c'est 5 000 dinars. Imaginez que vous avez 2 enfants, pas 3. Donc déjà, pour le sac à dos, vous avez pour 10 000 dinars et pour la majorité des fonctionnaires qui touchent, la majorité ne dépasse pas les 25 000 dinars. Je dis la moyenne, parce qu'il y a aussi des retraités qui touchent 16 000 à 25 000 dinars. Sinon, celui qui travaille, qui a un seul salaire, il lui est très difficile d'acheter de nouveaux habits pour ses enfants. Je ne parle pas d'un seul enfant, de 2 à 3, 4 enfants, et aussi les fournitures scolaires. On nous parlait aussi de verser la prime de scolarité pour les nécessiteux, ce qu'on appelle la prime de scolarité pour les nécessiteux, qui est de 5 000 dinars. Je sais qu'elle est insuffisante, mais cette prime-là, les parents d'élèves ne l'ont pas encore reçue. Donc, quand est-ce qu'ils vont la recevoir? C'est une aide. Quand est-ce qu'ils vont acheter les fournitures scolaires ou les habits pour leurs enfants? Quand on parle moi-même, nous octroie une prime de scolarité, c'est 800 dinars pour l'année, pour un enfant mineur. Eh bien, nous ne l'avons jamais eu au mois de septembre ni octobre. Des fois, on nous la verse au mois de juillet. Moi, j'ai été victime de cette opération-là. Donc, si on parle du pouvoir d'achat, ajoutez à cela, vous avez parlé d'augmentation des carburants. Eh bien oui, qu'est-ce que ça affecte, bien sûr, le prix aussi du ticket de transport. Le transport aussi, il augmente. Avant, lorsqu'on se déplaçait sur 20 km par un fourgon transport privé, c'était 20-25 dinars. Là, vous êtes à 60 dinars. Je vous donne un exemple. Un fonctionnaire qui travaille à Tizi Ouzou, qui réside à Michli, il a presque pour 800 dinars la journée, rien que pour le transport. 400 dinars aller, 400 dinars retour. Alors, je ne parle pas des gens qui travaillent, par exemple, à Alger et ils habitent Tizi Ouzou, ça existe, ils font la navette quotidiennement. Donc, imaginez un petit peu ce qui va lui rester de son salaire. Un salaire, tout le monde le reconnaît, qu'il est divisé par 2. Donc vous confirmez que le pouvoir d'achat a dégringolé de quasiment 50%. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Oui. Mon salaire en 2010 qui était de 30 000 dinars, c'est l'équivalent de 15 000 dinars actuellement. Ça veut dire qu'on l'a divisé par 2. Absolument, c'est ce qu'on a compris. Mais aussi, il y a l'inflation dont on ne parle pas. L'inflation en Algérie, ce n'est pas 6%. L'inflation en Algérie, des vraies statistiques, c'est plus de 15%. Et ça augmente chaque année.
Alors, Boualem Amoura, vous nous dites des choses très intéressantes, tragiques à la limite. J'aimerais bien vous faire revenir, si vous le voulez bien, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, qu'il ne reste plus de temps maintenant. Donc, je vous remercie et nous ne manquerons pas de vous prier de bien vouloir revenir dans cette émission dans les jours qui viennent. Merci beaucoup, Boualem Amoura. Et nous recevons M. Mouloud, qui a l'habitude de nous appeler sur le standard, qui a des choses à dire. Mouloud, merci d'être avec nous. Azoul, c'est Jamal. Azoul, marhaba bik. Azoul à vos invités autour de vous. Merci beaucoup. Alors Mouloud, vous avez été un cadre dans le secteur public, vous avez travaillé des décennies, vous allez nous dire combien d'années. Aujourd'hui, vous êtes retraité. Je vous laisse nous dire combien d'années de travail avez-vous au compteur et comment se passe la vie d'un cadre retraité en Algérie. Je vous en prie, vous avez quelques minutes. Je vous remercie, Jamal. Enfin, j'ai pratiquement travaillé pendant une trentaine d'années dans le secteur étatique. Mais juste après ma retraite, j'étais obligé de continuer dans le secteur privé vu que ma retraite, j'avais déjà des enfants en bas âge, universitaires et tout ça. Alors ils avaient besoin de beaucoup plus d'argent que les autres. Je devais faire face à des dépenses en plus. Mais bon, les retraités en Algérie, c'est une catastrophe. Je vais vous dire une chose, j'ai une mère qui a bénéficié d'une pension de réversion qu'elle a héritée de mon père, alors qui est de 350 €. C'est l'équivalent d'un salaire d'un cadre chez nous. Oui, heureusement qu'elle est là. C'est-à-dire, elle m'aide un peu. Sinon c'est très difficile. C'est-à-dire, un retraité, il lui est vraiment très, très, très difficile. Combien touche un cadre moyen, la pension de retraite d'un cadre moyen qui a 30 ans d'activité derrière lui? Entre 40 000 et 50 000 dinars. Voilà ce qu'il touche. C'est à peu près les... Mais comment font les familles moyennes de gens qui sont dont les chefs de famille sont à la retraite pour vivre face à ces prix, à supposer qu'ils ont leur logement, qu'ils ne louent pas, à supposer. Mais sinon, comment font-ils pour pouvoir joindre les deux bouts? En général, ils ne profitent pas de leur retraite. Ils ont toujours un autre boulot. Je vais vous raconter l'histoire d'Ammar Terak. Vous le connaissez, c'était l'ex-directeur général de l'hôpital de Mustapha. Oui. Qui vient de nous quitter il y a une année de ça. M. Terak, avec toutes ses responsabilités, normalement qu'il devait avoir une très bonne retraite. Je vous assure qu'il a continué à travailler en tant que directeur d'une clinique privée à Alger jusqu'à sa mort. Il est mort à 85 ou 86 ans, l'année passée. Mais il a fallu qu'il bosse pour joindre les deux bouts, parce que ce n'était pas suffisant. Je pense que la majorité des cadres des années 80, 90, tout ça, c'est le même sort. Hein. Ils subissent la même histoire. Et pour ce qui est des problèmes de santé, quand on est retraité, tous autant que nous sommes, hein, moi-même y compris, moi-même surtout, donc des problèmes de santé qui sont plus les mêmes que ceux, qui sont autrement plus graves que ceux quand on est plus jeune. En Algérie, est-ce que la prise en charge de la sécurité sociale couvre tous les frais de santé ou est-ce qu'il faut y aller de sa poche? Non, pas du tout, pas du tout. C'est faux. Tout ce qu'on raconte ici sur la santé est archi faux. Même la sécurité sociale, c'est du faux. Il n'y a pas de médecine gratuite. Mais qu'est-ce que c'est? Médecine gratuite où ils te demandent de faire des analyses chez un privé à 5 000 ou 6 000, 10 000 dinars des fois. Où ils te demandent de faire des scanners à 25 000 dinars. Tu es obligé de débourser de ta poche. Ou tu achètes des médicaments, des fois avec plusieurs variantes. Tu achètes un médicament à 1000 dinars et ils te remboursent 200 dinars. Où est-ce qu'elle est cette médecine gratuite? Où elle est la sécurité sociale? Elle n'existe pas chez nous. C'est des mensonges. Tout est faux dans ce pays. Tout est faux. Il faut tout revoir. Mouloud, merci beaucoup. J'espère vous revoir dans cette émission.
Nous vous ferons appel de temps en temps pour nous dire comment vivent nos compatriotes, quelles difficultés ils rencontrent, pour que les gens sachent que ce n'est pas facile aujourd'hui de vivre dans ce pays, malheureusement. Un si beau, un si grand pays, un pays de cocagne, hein, autrement dit, mais bon. Merci beaucoup. Il nous reste le mot de la fin, Mourad et Saïd, 1 minute chacun à peu près, malheureusement. Oui, je pense qu'effectivement, ce que disent nos compatriotes, c'est une situation catastrophique. On en parlait il y a quelque temps déjà. On disait qu'effectivement, la crise politique est en train donc d'arriver, donc la crise économique, la crise sociale et tout le reste. Et tout le reste. C'est vrai que nous sommes dans une situation où ceux qui sont à la tête de l'État, il y en a beaucoup qui veulent faire absolument la différence entre ceux qui sont à la tête du système et ceux qui sont à la tête de l'État. Ce sont les mêmes à la tête de l'État. L'État algérien tel qu'il a été construit, il n'a pas été construit pour renforcer la nation, il a été construit pour détricoter le potentiel de la force de la nation tel qu'elle a été construite durant le mouvement national. À ce jour, justement avec ce type de crise, avec ce type donc de fragilité, cela effectivement nous démontre qu'il y a une nécessité non seulement d'une révolution politique, parce qu'il faut la démocratie, il faut la liberté, mais il faut aussi une révolution économique, il faut une révolution industrielle, il faut une révolution culturelle, il faut une révolution dans l'éducation. Et ça, je pense que les jeunes qui sont dans le Hirak sont en train d'être formés pour être demain les révolutionnaires qui vont effectivement diriger toutes ces révolutions. Et justement, avant de donner le mot de la fin à Saïd, les jeunes qui sont dans le Hirak, pour montrer un peu l'état de conscience politique, de niveau politique, nous allons montrer un extrait de Hirak et nous allons revenir pour voir un extrait du FLN. Nous allons regarder, nous allons les voir. J'aimerais qu'on les voit avec le son, s'il vous plaît. Ça, c'est le FLN, hein? Saïd, et je demanderai à Karim de nous préparer des images du Hirak, mais avec du son. On aimerait les entendre. On finira l'émission avec, d'ailleurs, Saïd, le mot de la fin. Vous savez, Djamel-Din, je ne peux pas aujourd'hui passer un instant, une émission, sans parler de 2 choses essentielles. La première, c'est les détenus d'opinion, qui sont une partie de notre honneur qui est en prison. Ne les oublions pas. La deuxième, c'est ces feux. Ces feux qui ont ravagé le territoire national, dont il y a plusieurs victimes. Il y a certains qui sont actuellement brûlés à 3e degré et qui se retrouvent à l'hôpital de Douira et qui nécessitent une prise en charge à l'étranger. Nous sommes rentrés en contact avec des chefs de service, un certain nombre d'hôpitaux qui sont prêts à les recevoir. Et encore une fois, le pouvoir totalitaire algérien bloque pour qu'on puisse les faire venir, même avec l'argent des citoyennes et des citoyens, sans prise en charge de l'État. C'est le cas d'une fille qui est médecin, ici en France, qui a perdu 3 membres de sa famille, il en reste 2, ils sont brûlés 3e degré, le chef de service de ce secteur continue à bloquer. Il n'y a pas que ça, il y en a plusieurs. En effet, ce FLN fait partie du passé, avec son passif. Le Hirak, c'est le présent et l'avenir. Par sa sagesse, sa clairvoyance, sa solidarité, sa silmiya, par aussi ses propositions réelles qui sont là, qui sont de trouver des mécanismes de solidarité citoyenne. Nous avons vu en 2 fois la déliquescence de l'État, ou sinon son absence, lors des feux et lors de la crise du Covid. Et le peuple algérien était là. Demain, il sera difficile
Demain, peut-être, la cherté de la vie, pour plusieurs raisons, des raisons économiques, de conjoncture internationale, de mensonges répétés. Mais le peuple algérien saura répondre et être là. Le peuple algérien n'est pas mort. Le peuple algérien n'est pas lâche. Le peuple algérien ne veut pas revenir en arrière. Le peuple algérien, c'est vrai qu'il est en train de subir, mais il y a aussi du beau dans le peuple algérien, cette solidarité que nous voyons et qui va continuer. Ce qu'a fait la diaspora, ce que fait le peuple algérien en Algérie. Nous n'allons pas arrêter de le faire, quelles que soient les campagnes que nous allons subir, comme Zabana devant la guillotine, jusqu'à la libération réelle, l'indépendance réelle de l'Algérie. Merci Saïd Aknin, merci Mourad Yafsah, merci Boualam Amoura, merci Mouloud. Je rappelle que notre ami Zalani, docteur Zalani Azdin, est décédé, qu'il va être enterré ici à Paris, que nous vous informerons du jour et du lieu de son inhumation. Avant de vous quitter, nous allons vous montrer des images pour faire la différence avec ce qui se passe au FLN, de nos compatriotes, comme l'a dit Mourad Yafsah, de ces jeunes qui font le Hirak et qui vont changer l'Algérie.